Bonjour à nouveau si vous nous rejoignez, c'est parti pour 3 jours au cœur de l'orientation avec nos 2 nouveaux invités. Alors on va faire une sorte de grand écart puisqu'on va parler de sport de haut niveau et puis de gastronomie. Tout à notre droite, là il y a Maxime Capet. Bonjour Maxime. Bonjour. Joueur de volley, pro. Oui, exactement, ouais, je suis professionnel à Saint-Jean-d'Illac. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à côté de Bordeaux. J'évolue en Pro B, donc c'est la deuxième division au niveau national, et je suis au poste de réceptionneur attaquant. Donc ça c'était pour le teasing, on en reparlera bien sûr en détail. Et juste à côté nous avons Loïc Fromentin qui est pro aussi, mais on va dire dans une conserverie. Vous avez monté une start-up qui fait beaucoup parler d'elle. Expliquez-nous en 2 mots, et puis bien sûr on aura l'occasion d'en parler longuement. Alors j'ai créé un atelier de cuisine qui s'appelle La Grande Bouche à Bègles et qui est un atelier de cuisine où on apprend en particulier à faire des conserves et puis je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus pourquoi. Alors on va commencer avec le sport de haut niveau. Ça fait dans l'orientation, c'est vrai que Damien, le sport de haut niveau, c'est pas forcément la première chose, mais il y a beaucoup de gamins qui rêvent d'être footballeurs, basketteurs, volleyeurs. Ça fait partie quand même aussi un peu des choses dont on parlait de rêve tout à l'heure. C'est important. Ouais, c'est évidemment important que les jeunes aient des rêves et des passions. C'est vrai que le sport de haut niveau, à travers l'image que ça renvoie, donne envie à beaucoup de jeunes de franchir ce cut-là. On en vit pour partie, et puis il y a aussi des études qui sont possibles à faire en face, et avec Maxime on va avoir l'occasion rêvée de pouvoir lui poser des questions de comment est-ce qu'on peut allier à la fois la vie d'un sportif de haut niveau avec ce que ça représente en entraînement, en déplacement, et puis aussi se former au haut niveau aussi. Donc on est ravis de l'accueillir à Maxime. Oui, merci Maxime encore d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que justement, pour débuter, tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu en es venu justement à ce niveau sportif et où en es-tu dans tes études? D'accord, bon, je vais essayer d'être bref. Oh non, mais prends ton temps. On veut du détail. Alors, en fait, moi, tout a commencé, c'était en première. J'ai rejoint le Crêpes de Wattignies, qui était un pôle France volleyball. Ça m'a permis vraiment de connaître les exigences du sport de haut niveau. J'étais dans un espèce de sport-études volley, pour résumer. Ensuite, passé mon année de première, j'ai été sélectionné, alors c'était à mes 19 ans, donc à mon bac plus 1, dans le centre de formation de Tourcoing. C'était un club qui évoluait en Pro B à l'époque. J'ai passé 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai signé à Tours en Pro A. J'ai fait 2 ans là-bas aussi. Et maintenant, me voilà à Saint-Jean-d'Illac, c'est ma première année. Et parallèlement, sur mon cursus peut-être un peu plus scolaire, alors en fait, quand j'ai eu mon baccalauréat, moi j'ai eu mon bac S, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et assez vite, je me suis retrouvé dans une voie qui était une licence d'économie-gestion. Donc j'ai fait ça à la faculté de Lille. Ça m'a beaucoup plu. Et donc j'y suis allé jusqu'au bout. J'ai réalisé mon bac plus 3. Donc j'ai eu ma licence en poche. Et une fois arrivé à Tours, parce que ça, on va dire que la fin de mon contrat à Tourcoing et l'obtention de ma licence fait que, entre guillemets, j'étais un peu plus libre sur mon choix de parcours de suivi scolaire. Et là, en fait, j'ai trouvé une formation opérée à Grenoble, une école de commerce qui est réalisée à distance. Donc, c'est-à-dire que je fais un master qui est normalement sur 2 ans et je le fais sur 4. Et je fais tout à distance. Beaucoup de sportifs d'ailleurs qui sont dans cette école de commerce à Grenoble, puisque justement le côté distanciel leur permet de poursuivre leur vie sportive professionnelle. Exactement. En fait, l'école a vachement axé sa formation pour l'adapter en fait aux sportifs et maintenant aussi artistes de haut niveau. Il y a aussi des danseurs et quelques chanteurs aussi qui sont incorporés dans cette formation-là. Et je remercie vraiment cette école parce que elle nous donne la possibilité à nous, sportifs de haut niveau, de pouvoir allier en fait études, on va dire, de haut niveau et sport de haut niveau. Et grâce aux formations à distance, moi je trouve que c'est vraiment le must, si je peux employer ce terme-là. Parce qu'il faut savoir que si on s'inscrit dans une faculté, alors déjà, c'est très rare de retrouver ton lieu de pratique sportive proche de ta faculté, ça peut arriver. Mais déjà, ça veut dire que tu économises en temps tous tes déplacements entre ton lieu de domicile, ton lieu de pratique et ton lieu d'études. Donc c'est-à-dire que tu gagnes ce temps-là. Tu peux étudier de chez toi, tu peux faire pas mal de trucs de chez toi. Et ouais, en fait, quand tu es sportif de niveau et que tu as d'autres objectifs sur un projet personnel ou un projet d'études,
tout gain de temps est bon à prendre. Et en fait, c'est ce que permet la formation à distance. Et il y a un bel équilibre parce que certains sportifs choisissent plutôt le sport on va dire à 95%, et puis s'il reste un peu de temps, ils font le reste. Toi, dès le départ, tu t'es dit, il faut vraiment que je sois dans un mix raisonnable, entre guillemets. Bon, on ne précise pas, mais on peut peut-être le dire aussi, tu viens d'un milieu familial où le volley, notamment ton père, était une star du volley, enfin oui, on peut le dire, il est toujours là, ton star du volley. Oui, exactement. En fait, j'ai eu la chance aussi d'être bien conseillé sur le début de ma carrière. Et en fait, nous, volleyeurs, je pratique le volleyball. Malheureusement, en France, c'est pas un des sports majeurs. Donc, il faut savoir que ça veut dire que même si j'arrive à avoir une carrière jusqu'à mes 30 ans, ou même mes 35 ans, maintenant, grâce au progrès de la préparation physique et de la science, on peut extendre un peu notre carrière. Ça me permettra pas de prendre une retraite sportive. Donc ça, je savais très bien, mes parents me l'ont très bien fait comprendre. Et en plus, que ce soit un joueur professionnel de foot, de volley, de basket, de hand, on est exposé aussi au risque de blessures. On est exposé au risque qu'on se retrouve moins bon, sans club. Donc il y a tous ces risques-là qui font que du jour au lendemain, en fait, le sport, c'est super bien quand tu y es, quand tu réussis, c'est sûr que ouais, c'est très bien. C'est un sport, c'est un métier magnifique et j'en suis conscient, j'ai la chance. Par contre, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il suffit que je me blesse le genou demain à l'entraînement. Demain, il n'y a plus aucun club qui me voudra me signer, ou peut-être pas au même montant. Donc ouais, moi j'ai eu cette chance d'être encadré avec des parents qui m'ont guidé sur la voie scolaire. J'ai eu la chance aussi de trouver, on va dire, aussi rapidement quelque chose qui me plaît, où j'ai pas perdu de temps sur qu'est-ce que je vais faire après le bac, je vais essayer ça marche pas, j'essaye ici, ça fonctionne pas. Moi j'ai eu la chance de trouver ma voie rapidement. Et finalement, ouais, dans ma promo, c'est vrai que ironiquement, il y a pas mal de sportifs en reconversion, on va dire, qui sont un peu plus sur la fin de leur carrière et qui pensent à l'après. Moi, je préfère prendre les devants tout de suite. Et comme ça, j'aurai en plus le choix dans 2 ans, quand je serai diplômé de mon école à Grenoble, de me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je continue avec le volleyball pour essayer de gagner un peu d'argent, à voir combien je peux gagner aussi, c'est vrai, c'est une question qui va rentrer en ligne de mire. Et ou me dire, est-ce que je rentre tout de suite sur le marché du travail? Ton père aurait quand même pu te dire, le foot, c'est peut-être plus rémunérateur, mais si... J'ai essayé de faire du basket quand j'étais plus jeune, mais finalement, je pense que génétiquement, je suis peut-être plus préparé à faire du volley. Parce que courir, moi, j'étais pas fan, et le volley, c'est un sport qui me correspond un peu mieux. Il faut sauter. C'est ça, exactement. Alors Loïc, justement, on en parlait, on l'évoquait, on parlait de votre entreprise tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, justement ? Oui, alors la Grande Bouche, c'est un atelier qui permet de transmettre tout le savoir-faire autour de la fabrication de conserves. Moi, je me suis retrouvé dans mon projet d'entreprise à avoir envie de faire quelque chose qui soit déjà un peu écologique. Avec la conserve, moi j'ai des produits de saison qui voyagent peu parce que je les prends localement, qu'on conserve sans aucun additif. Et puis de se dire qu'on pouvait déjà bien manger, c'était quelque chose qui, à titre personnel, me travaillait depuis longtemps. Juste une question au départ, vous étiez prédisposé, on en parlait avec le volley, vous étiez prédisposé pour la gastronomie, pour la conserverie, ou pas du tout? Alors non, je pense que j'étais vraiment prédisposé pour monter un jour mon entreprise. J'ai adoré toutes mes années professionnelles où j'étais auprès des produits frais, et puis ça m'a vraiment confirmé que c'était ce que je préférais. Et puis j'y suis revenu avec... c'était évident pour moi que mon projet professionnel serait autour de l'alimentation. Alors c'est une entreprise qui est récente. On a fêté hier, c'est 1 an. Donc entreprise qui a été créée en temps de crise, pour le coup, de crise Covid. Est-ce que vous pouvez nous parler forcément de cette actualité qui entre en jeu? Tout à fait. C'est quand même fou de se dire que moi, mon entreprise, je voulais l'ouvrir le 15 mars 2020. Voilà. Et c'est juste le lendemain du discours de « Nous sommes en guerre contre un virus ». Et là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Non, mais d'un côté, on s'en rappelle après. On sait que c'est ce jour précis. Et, voilà. Et vous voyez, au bout d'1 an, on commence déjà à en rire. Ouais. Il faut. Mais ça a été compliqué, forcément, de commencer dans ce climat, ou au contraire, ça a boosté justement l'imagination et la volonté d'aller de l'avant. Alors, c'est déjà une épreuve de monter une entreprise une fois, et là, la sensation au bout d'1 an, c'est de l'avoir montée 3 ou 4 fois, puisqu'il faut toujours se réinventer. Parfois, je peux ouvrir, parfois, je suis fermé, il y a le couvre-feu, et donc, il faut toujours trouver une idée pour se dire comment est-ce qu'on peut trouver une solution parce qu'il y a aussi une réalité économique qu'il faut faire tourner l'entreprise. Et voilà, depuis 1 an, on jongle
Voilà, on attend les prochains discours ministériels avec impatience. Impatience, je sais pas, mais en tout cas, Avec espoir. avec espoir. Et puis on s'adapte. Et puis voilà, on se prépare toujours à ce que ça se passe mal, mais on espère toujours, bien sûr, qu'on va commencer à vivre normalement. Alors, vous disiez justement que vous aviez cette fibre entrepreneuriale. Pourquoi vous êtes dirigé justement vers cette spécialité de la conserve ? Ben c'est un peu l'idée de synthèse entre j'avais cette envie de faire un projet où on mange bien. On mange déjà, où on se rencontre et transmettre dans le cadre d'ateliers, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément. En plus, ça me permet aussi de rencontrer beaucoup de gens qui ont un savoir-faire, de leur récupérer un petit peu, de les mettre en scène, et puis de partager tous ces secrets un peu des anciens sur la conserverie, les bonnes recettes, les bons produits, comment on les transforme. Je prends énormément de plaisir à organiser mes ateliers toutes les semaines et à les transmettre. Je voulais quelque chose qui soit On voit d'ailleurs en ce moment l'image, on voit quelques... Voilà. Ouais. Tout à fait, voilà, ça c'est typiquement un atelier. Alors celui-là, il est un atelier de charcuterie où on voit que tous mes clients apprennent à faire eux-mêmes en fait tous leurs produits. Parce que le concept, c'est ça, on peut revenir dessus, c'est-à-dire que les gens viennent et peuvent aussi amener leur propre expérience ou alors en acquérir, c'est ça? J'ai plusieurs métiers, ouais. Le premier, c'est vraiment de donner un cours de cuisine où vous venez les mains dans les poches, juste avec votre bonne humeur, et puis je vous apprends à faire quelques plats. Je vous mets à disposition mon savoir-faire, des produits, des bocaux. Et puis vous repartez chez vous ou vous revenez chercher vos produits une fois qu'ils sont stérilisés un peu plus tard. J'ai aussi des gens qui ont besoin d'un lieu adapté pour faire leurs conserves parce qu'ils ont le savoir-faire, ils ont leur production personnelle ou leur producteur. Et en fait, ils cherchent juste un endroit qui soit confortable quand vous faites... en grande quantité, comme ça, avec des amis en plus. Une cuisine d'appartement, c'est parfois trop limité. Et puis, je suis aussi, comme je suis parfaitement équipé pour produire, je suis aussi producteur et j'ai quelques boutiques autour de Bègles qui distribuent mes produits. D'accord. Damien ? Loïc, on est sur une émission et un printemps de l'orientation. Donc là, on est sur une journée pour les secondes. On pourrait se demander, mais pourquoi on est venu parler de conserverie et ce type de choses-là ? On se dit depuis le début de la matinée que l'orientation, c'est un cheminement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, toi? Parce que j'imagine que tu t'es pas dit à 14 ans que tu allais ouvrir une conserverie à Bègles en 2020. Ou peut-être d'ailleurs. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Ta question, elle est extrêmement intéressante parce que quand je suis venu ici, que tu m'as proposé de venir, je me suis dit, mais moi, je suis pas quelqu'un qui a eu un de ces métiers de vocation où à 6 ans, on dit, je vais être infirmière, je vais être instituteur, et puis à 25, on le devient. Volleyeur, comme Volleyeur, ouais, voilà. Moi, j'avais pas de patrimoine génétique particulier pour un métier, je sais pas, mais en tout cas, je me rends compte que je suis sorti d'un bac littéraire, donc une filière générale à l'époque, que j'ai fait des études qui ont été intéressantes pour moi, mais d'information communication à l'époque. Je suis rentré dans la grande distribution persuadé que je ferais 15 jours, que je tiendrais 15 jours. Et je suis resté 10 ans en prenant énormément de plaisir, parce que j'ai déjà appris à utiliser ce que je savais faire dans mes études. J'étais dans une entreprise très formatrice qui est Auchan, qui m'a appris à gérer des hommes avec un grand H, hommes et femmes. Et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai appris le rapport avec les clients. J'ai appris aussi des choses plus cartésiennes que mon parcours littéraire me l'avait appris, avec des choses plus comptables, gestionnaires, commerciales. Et puis mon parcours ensuite, après la grande distribution, j'ai été directeur d'un petit réseau de fleuristes. Et je me suis rendu compte que le travail artisanal me plaisait énormément, le savoir-faire par la main, quand je voyais des fleuristes passionnés par leurs produits, qui valorisaient des simples fleurs. Vous donnez les mêmes fleurs à 3 personnes différentes, il y en a une qui va faire de l'or, l'autre qui va faire un produit lambda. Je me dis, mais c'est génial, le savoir-faire artisanal, il a vraiment une valeur. La main de l'humain, elle reste extrêmement importante. Et puis, j'ai encore travaillé pourtant dans une entreprise bien plus grande dans les cosmétiques par la suite. Et encore une fois, c'est les métiers de l'artisanat. Il s'agissait d'instituts de beauté qui m'ont fait dire que la valeur de l'entreprise, elle était là.
Donc l'artisanat, c'est vraiment quelque chose qui est souvent revenu dans mon parcours et à chaque fois je me disais mais vraiment il y a ça. Ça reste des valeurs hyper importantes sur la durée qui sont pas concurrençables non plus avec Internet. On peut regarder une vidéo YouTube mais apprendre à faire quelque chose avec quelqu'un. De transmettre. Ouais, c'est encore autre chose et les deux sont complémentaires. Mais voilà. Et donc chaque partie de mon parcours m'a appris quelque chose. Et au-delà de cette idée de quelle entreprise je vais monter, puisque j'en ai eu 50 000 des entreprises que j'allais monter, j'y pensais le matin. Et puis à midi, je me disais, ah non, j'avais une idée géniale ce matin. Et puis à 16h, je savais plus qu'elle allait me rendre millionnaire. Voilà. Et puis celle-là, elle est vraiment restée. Et puis j'ai travaillé 2 ans en amont du projet avant de le monter. Parce qu'on parlait de ce fameux 15 mars 2020, mais une idée d'entreprise, forcément, elle fleurit bien 1 année, 2 années avant. Donc j'imagine que cette concrétisation et cette adaptation, finalement, a dû être un gros challenge. Ouais, on découvre toutes les étapes qui sont hyper énergivores, hyper enthousiasmantes, plein de rencontres. Comment est-ce qu'on se confronte à son idée en se disant je vais en faire vraiment mon entreprise, mon métier, donc est-ce que ça me correspond ? C'est pas un travail qui se fait tout seul. Moi, j'ai aussi eu certaines structures qui m'ont accompagné. J'ai eu Osons ici et maintenant, qui est une structure qui, en plus, pour un public plus jeune, est vraiment super pour aller chercher des déclics dans sa motivation et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Moi, j'étais pas très jeune, j'avais 40 ans, mais ça correspondait bien aussi à qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant encore quelques années, la fameuse crise de la quarantaine. J'ai eu Atis, une autre société, une autre association qui m'a énormément aidé aussi sur confronter mes idées à d'autres personnes, à récupérer aussi l'expérience d'autres entrepreneurs, parce que tout ça s'invente pas. Et puis plein de rencontres à la région, j'ai rencontré plein d'interlocuteurs pour leur présenter mon projet, qui m'ont apporté à chaque fois une phrase, une vision, un contact, et puis ça s'est créé ensuite touche par touche. Donc finalement, c'est ce qu'on peut retenir aussi, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité dès le plus jeune âge pour justement affiner son orientation au fur et à mesure et tirer le meilleur des expériences. Ouais, et puis chaque expérience apporte quelque chose de positif. Il faut en avoir conscience. Et puis des formations qui parfois peuvent se dire, mais on est tellement éloigné entre manger et puis faire des études littéraires, c'est quoi le rapport ? Et en fait, dans une entreprise, on fait plein de choses. Il y a 1 million de sujets. Il y a plein de sujets qui sont finalement très littéraires parce que c'est de la communication, c'est écrire à des clients, c'est présenter son projet à un banquier. Et on se rend compte que on le fait peut-être. On gagne en savoir-faire justement par chaque étape scolaire et professionnelle dans la vie. Maxime, quand on est encore en pleine activité sportive de haut niveau, professionnelle, est-ce qu'on pense, oui, tu nous as déjà un petit peu expliqué, mais l'après, où on veut profiter du moment présent, ce qu'on peut comprendre et entendre aussi, où il faut aussi anticiper un petit peu, alors peut-être pas autant que ton voisin, mais c'est peut-être... C'est une question intéressante. Alors après, moi je suis, on va dire peut-être au début de ma carrière, là j'ai signé... grâce à la Civolée, le club de Saint-Jean-d'Illac, mon premier contrat professionnel. Donc j'y pense. C'est sûr que là, le club m'a donné ma chance, et je lui remercie d'ailleurs. Mais je ne sais pas si dans 2 ans, 3 ans, il y aura un autre club qui va me donner ma chance aussi. Donc j'y pense. J'y pense aussi parce que moi, il faut que je réalise aussi des stages. Donc cet été, par exemple, je sais que juin, juillet, août, moi je vais travailler. Donc sympa les vacances, on va dire, mais c'est comme ça. Moi, j'y pense et tous les jours, je m'informe vachement. J'ai un esprit très curieux et je me dis qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que je veux faire. J'ai longuement aussi pensé à lancer ma boîte, pourquoi pas aussi avec peut-être aussi les économies du sport. Avoir déjà un capital pour ouvrir une société, je pense que c'est un avantage considérable. Donc j'y pense aussi. Donc c'est quelque chose à laquelle je pense, même si je pense d'abord à la performance sportive. Le rythme doit être soutenu quand même, ton emploi du temps doit être bien chargé. Alors en fait, il faut savoir que faire du sport de haut niveau et des études de haut niveau, ou même des études tout court, ça demande beaucoup de sacrifices. Déjà, être sportif de haut niveau, mine de rien, le public voit surtout les matchs, on s'amuse aux entraînements, on joue au ballon. Ouais, c'est sûr que c'est cool. Par contre, il y a aussi la préparation mentale, la préparation physique, l'analyse des vidéos, l'analyse des matchs et des placements. Et donc, en fait, finalement, notre temps libre, il est assez réduit. Donc déjà, moi, sur mon temps libre, je rajoute une charge considérable qui est, j'espère, l'obtention de mon master d'ici 2 ans. Mais ça veut dire que tous les loisirs, on va dire, annexes qu'un étudiant ou qu'un sportif de haut niveau, autre que moi, pourrait avoir, je suis prêt à faire une croix dessus. C'est-à-dire regarder la télé le soir.
bon, je vais pas vous mentir, je le fais de temps en temps, mais ça veut dire que c'est pas mon passe-temps. Mon passe-temps, moi, c'est voilà, me concentrer dans mes cours et faire mes études. Et globalement, au niveau des coéquipiers, comment ça se passe? Alors c'est vrai que c'est pas le foot, c'est peut-être pas le rugby, mais le volley quand même compte aussi en France. Comment ça se passe des coéquipiers? Il y a des gens qui font que ça, qui ont, ou comme toi, des parcours un petit peu doubles? Ouais, bien sûr. Bah, après, il y a des... on va dire que moi je suis en deuxième division, donc les moyens financiers sont pas les mêmes que ceux de première division, mais j'ai quand même fait 3 ans en première div. Et majoritairement, en fait, on retrouve dans les équipes beaucoup d'étrangers. Oui, c'est ça. Qui viennent généralement, eux, voilà, pour une somme financière, pour un objectif sportif. Et on retrouve aussi dans cette même équipe des jeunes qui allient en fait sport et études, ou du moins qui essayent parce qu'ils sont dans le centre de formation. Et ensuite, moi, dans mon équipe, si je peux parler de mon équipe en Pro B, là, on a de la chance, c'est que Assis Volleyball nous a fait confiance, nous, Français, j'ai envie de dire, parce qu'on a une équipe franco-française. C'est la première fois depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années qu'il y a une équipe professionnelle en France avec que des Français. Et on est pas mal de jeunes. Et donc, on est confronté aussi aux mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire, voilà, on va pas vous mentir, on gagne pas non plus des milliers et des cents. C'est aussi à tous... notre première chance, mais ça peut être aussi la dernière. Donc il y a aussi 3-4 autres étudiants dans mon équipe qui aussi allient sport et études de haut niveau. Ouais. Ça se passe bien d'ailleurs, les relations, pas avec, je sais pas du tout péjoratif, mais un peu les joueurs mercenaires, bon il y en a plus, mais c'est vrai que parfois, notamment dans le volley, pour en avoir suivi un petit peu, parfois il y a pas des frictions, mais il y a différents statuts quoi. Ouais, c'est vrai, il y a différents statuts, il y en a qui viennent vraiment, on va dire, on va pas se mentir, pour l'argent, ils sont là, ils ont quitté leur pays, mais après il faut les comprendre aussi, ils ont quitté leur pays, leur famille, leur culture, pour venir en France pour essayer de gagner leur vie. Et il y a d'autres parts, peut-être d'autres joueurs peut-être plus concernés par le club en lui-même, par la vie du club, par exemple. Et mais je pense que il faut comprendre en fait que cet étranger qui vient en France, il a aussi fait beaucoup de sacrifices pour venir. Donc en fait, on comprend. Et finalement, dans le sport, c'est si tout le monde a la même vision, si tout le monde veut gagner, si tout le monde s'entraîne dur, moi, il y a pas de problème avec eux. C'est si, bien sûr, il y en a un qui vient et qui n'a pas le même objectif sportif que nous. Là, c'est sûr que là, il peut y avoir des problèmes. Il fait un peu la star. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est exactement. Si le mec il vient, il a un statut, il veut pas s'entraîner, il pense que tout est déjà acquis, alors qu'en plus, en France, c'est un championnat très, très homogène et très relevé. Donc c'est là il peut y avoir des tensions. Par contre, si tout le monde a le même objectif sportif commun, là, je pense que c'est bon. Et en plus, on gagne. Maxime, on a des jeunes et des parents qui nous regardent et qui se posent la question, est-ce que je dois faire un choix entre une carrière sportive et mes études? Toi, tu es un exemple, en tous les cas, où tu allies les deux. Tu leur dirais quoi, en fait, par rapport à ce choix, à un moment donné, qu'ils ont à faire? On a beaucoup de jeunes où les parents disent, mais non, tu feras pas. Faut pas que tu fasses du sport, ou en tous les cas à haut niveau, parce que il y a des risques. On gagne pas forcément sa vie, on peut se blesser, etc. Tu leur donnerais quoi comme conseil? C'est marrant parce que j'ai eu un peu ces mêmes parents-là, le discours, même si mes deux parents ont réussi dans le volleyball. En fait, je pense qu'il faut savoir trouver un compromis. C'est-à-dire que il faut trouver une structure, ou il faut trouver un projet sur lequel on peut allier les deux. Par exemple, moi, je suis passé par un pôle espoir. Qui était un sport-études, et c'était super parce que j'ai pu allier les deux. Aujourd'hui, ma charge de sport a augmenté, ma charge d'entraînement augmente parce que je suis devenu professionnel. J'ai réussi à trouver, on va dire, une formation à distance qui permet de compenser. Et c'est pareil, hein, je le répète, c'est mon master, normalement c'est sur 2 ans, moi je le fais sur 4. Donc ça veut dire que, en gros, j'ai peut-être 5 heures de cours par semaine. Donc c'est une charge considérable quand même, parce qu'il faut taffer les cours, il faut réviser tout ça, mais c'est faisable. Et moi je pense qu'en fait il ne faut pas abandonner, que ce soit le projet études ou que ce soit le projet sportif, parce que si l'enfant ou si le jeune il a du potentiel, si c'est son rêve, moi j'ai envie de lui dire, mais vas-y, prends ta chance, il faut y aller. Et est-ce que ton implication et ton sport de haut niveau t'apporte des atouts par rapport à la formation et aux études que tu mènes? Alors moi, il y a pas mal de personnes qui me posent cette question-là, et j'ai besoin d'un équilibre. C'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver...
on va dire, après un entraînement, après un match, après une charge de sport, j'ai besoin d'avoir aussi, on va dire, peut-être une charge intellectuelle, avoir des études, faire peut-être travailler un peu plus mes neurones, alors que sur le terrain, je fais peut-être un peu plus travailler mes muscles. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas du tout scolaires, ou qui, au même titre qu'il y en a qui sont pas du tout sportifs. Mais voilà, moi, je suis très content d'avoir trouvé cet équilibre-là, et je le sais que quand, par exemple, j'ai un devoir à rendre que j'ai pas rendu ou que j'ai du retard, ça peut influer sur mes performances sportives. Au même titre que quand je suis un peu moins bien aux entraînements, je me réfugie un peu plus, on va dire, dans mes cours pour essayer de travailler un peu plus et de retrouver satisfaction dans ce que je fais. Alors Loïc, justement, on parlait du rythme assez soutenu de Maxime. On imagine également que quand on crée son entreprise, quand on décide, on a cette fibre entrepreneuriale, le rythme est très soutenu aussi. Ouais, c'est un mot fort que dit Maxime parce qu'il dit sacrifice. Moi, je pense qu'on fait des choix. J'ai connu des situations où j'étais salarié, j'avais plus de liberté, plus de possibilités de sortir avec moins de responsabilités. C'est vrai que là, je savais qu'en montant une entreprise, on sacrifie certains aspects de la vie ou quoi, mais j'ai pas l'impression d'être en souffrance par rapport à ça, quoi. Oui. Voilà. De toute façon, je pense que la vie sociale de tout le monde depuis un an ou d'autres est plutôt un petit peu mise à mal. sacrifiée. Voilà. Oui, c'est vrai que le mot sacrifice a une connotation péjorative, mais comme tu le disais, c'est une question de choix. Et à partir du moment où on s'y retrouve et où on trouve son équilibre, pour reprendre tes mots, Maxime, c'est le principal. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir partagé votre expérience. On peut préciser quand même qu'ils sont troisième. C'est ça, troisième classement? Une actualité, ouais. Je crois que vous avez un match, on disait ça juste avant, un match super important qui arrive ce week-end, Maxime. Alors, en fait, là, on est en play-off. C'est le dernier match samedi. Et la bonne nouvelle, c'est si on gagne 3-0 ou 3-1, donc si on gagne le match, on va dire, on est assuré d'être en demi-finale. La mauvaise nouvelle, c'est si on le perd, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, vous allez le gagner. J'espère, à samedi. On va suivre ça. Et toi, Loïc, aussi, une actualité. Je pense que ton atelier est ouvert. Les week-ends, etc. Peut-être nous dire 2-3 mots par rapport à ça, en termes d'actualité pour toi? Ouais, j'ai un atelier qui reste ouvert bien sûr les week-ends. En ce moment, c'est le moment où ça marche bien et je suis très content de ça. Je continue à fabriquer à partir des produits de mes producteurs toutes les semaines. Et puis, on propose aussi des formules qui marchent bien et qu'on gardera sûrement après les règles de couvre-feu, comme avec des petits ateliers street food où on invite nos clients à voyager un peu à travers toute l'Asie. Et j'ai une collègue chef qui anime ça avec brio et ça plaît beaucoup à nos clients. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir accompagnés durant cette émission. On redonne le numéro de téléphone, chers élèves, chers parents, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 05 57 57 73 73. On vous le rappelle, on vous aura en direct tout à l'heure pour répondre à vos questions. Ça sera sur une émission à partir de 19h15. Pas mieux. Et donc, du coup, je croyais que tu allais conclure. Et nous sommes en direct. Eh bien, du coup, on se retrouve tout à l'heure à 16h30 pour une autre émission, cette fois-ci sur se connaître et se faire connaître pour mieux s'orienter. À tout à l'heure.